Bonjour a tous, bonjour a tutte, buongiorno a tutti. E beh, conoscete forse questa canzone, A paglia dell'impiegata, una canzone scritta da Dion Terramuro, qui est une chanson interprétée par le groupe Avileta. Pourquoi cette chanson? Parce qu'on est aujourd'hui dans cet endroit, au couvent de Calaguccia, au couvent San Francesco di Calaguccia. Et A paglia dell'impiegata raconte un épisode triste, tragique de l'histoire de la Corse. Et la semaine dernière, d'ailleurs le 23 juin, c'était une période de commémoration, c'était la date anniversaire. Et on a voulu, avec Yann Bénard qui est derrière la caméra, vous proposer d'éclairer un peu cette période de l'histoire. Et pour ça, on est venu à Calaguccia rencontrer un ami, un conteur, quelqu'un qu'on ne présente plus, un nostro amico Jean-Paul Luciani. Jean-Paul, come sei? Vabbè. E tu, Adibas? Ça va. Sono contento di avere degli amici in Iolo così. Je vous rappelle qu'on est en direct sur la page Facebook de Via Stella et que vous pouvez intervenir. Je vais juste consulter Jean-Paul. Che tempo faccio? Appena arrivé, toi? Ma facevo uno. Ieri sera mi ha acceso Carmino. Alors, je baisse juste le son, parce que c'est mieux Yann, hein, c'est vrai Yann. Hein. On a changé les rôles aujourd'hui, donc d'habitude c'est Yann qui est à ma place, il est plus à l'aise que moi devant la caméra, et moi je suis plus à l'aise que lui, c'est sûr. Vous n'aurez pas des images aussi belles, mais bon, si vous voyez bien contunk. Petit bonjour, évidemment moi, vous savez en plus, il faut que je mette les lunettes. Je mette mon spicchietto, sinon on chez Automique. Jean-Paul, je disais on ne te présente plus, tu as été animateur, journaliste à RCFM, tu as été directeur des programmes de la chaîne, de la radio, tu as travaillé évidemment avec France 3 en collaboration, à l'époque avec Laurent Vital et pour Gaffé, et puis dernièrement avec Sophie pour Amour Express. Il y a eu décalage horaire à la télé et à la radio, et il y a eu Story à la radio pendant des années, et chaque année, je rappelais à nos auditeurs l'histoire de ces pendus d'Ignol, parce que c'est quand même une histoire importante. Et d'ailleurs, je vais te dire une chose. En 99, j'écrivais dans la revue Historia. Je me souviens de cet article. Et ils ont mis, en bandeau de une, je ne sais pas si Yann il peut le... Ils ont mis les Niola en bandeau de une. J'ai fait un papier sur les pendus d'Ignol et j'ai reçu des lettres de toute l'Europe, de gens qui étaient absolument épouvantés par ce qui s'était passé ici et qui ne connaissaient pas l'histoire. Tu vois, on a fait une double page intérieure et c'est moi qui l'ai signé, mais j'avais les documents pour ça parce que parmi les pendus, il y a mon ancêtre. Donc on en parlera. Et c'est important de se souvenir de cette page d'histoire. Il faut commémorer cette page d'histoire parce que ce qui s'est passé ici dans le Niolo est vraiment une abomination. Et malheureusement, on aurait dû échapper. Heureusement, on aurait dû échapper à ça. Malheureusement, on n'y a pas échappé. Parce qu'il faut savoir que ce qui s'est passé ici, s'est passé après la mort de Luigi Biombo. Souvent, on dit les pendus d'Ignolo, c'est Louis XV, Luigi Biombo. Non, Louis XV, il est mort le 10 mai 1774. Et là, on est en juin. On est en juin 1774. Et c'est un jeune roi qui règne à Paris, à Versailles. C'est Louis XVI, il a 19 ans. Alors évidemment, il hérite ça de son grand-père Louis XV. D'ailleurs, il va dire à Marie-Antoinette, mon Dieu, mais qu'est-ce qui nous arrive? On est trop jeune pour régner. Tu peux imaginer, Laurent, que les hommes mis en place par Louis XV, l'appareil répressif, il ne va pas écouter les conseils de Louis XVI, qui a 19 ans, qui est un teenager. Ils vont continuer à faire ce qu'ils ont toujours fait et qu'ils n'ont pas fait uniquement qu'en Corse. Ils l'ont fait partout en France. Ils vont continuer à pendre les gens, à les passer au supplice de la roue, à utiliser le supplice des brodequins, qui était, je le rappelle, un supplice absolument atroce, puisqu'on t'introduisait les doigts, et c'était unisexe, tout le monde pouvait y aller, femmes et hommes. Dans des gants en bois, on vissait, on te brisait les membres pour te faire parler, on te soumettait en quelque sorte à la question. Et ce qui est arrivé ici, c'est une horreur, il faut le raconter. On va le raconter. Avant, on va dire un petit coucou quand même à nos amis de Facebook. Je sais qu'on est en direct et qui peuvent intervenir, y compris poser des questions. Si vous avez des questions à poser sur cette période de l'histoire, à Jean-Paul, un bonjour à Fred, un bonjour à Roland, à Gaëtan, à Robert, à Anna-Marie, à Marido, Gaëtan, à Villetta. Oui, à Villetta, j'adore bien sûr. Nous aussi, on adore Villetta. Cette chanson elle est tellement belle. Cette chanson qu'a écrit Dion Terramuro, on se souvient de ça, qui a disparu cette année aussi malheureusement. On fait d'ailleurs aussi un hommage, on a une pensée pour Toussaint Montera qui a disparu la semaine dernière,
du groupe Vital, on a une vraie pensée émue parce que c'était un personnage qu'on a rencontré avec Yann il y a quelques mois. On avait fait l'abécédaire avec lui et c'était quelqu'un de tellement généreux et c'est tellement injuste quand les gens partent si tôt comme ça. Et avec Vital, ils ont quand même réussi à faire rentrer des chansons dans le patrimoine corse, des chansons qui sont rentrées, qui sont devenues des tubes et des classiques immédiatement. On pense à Minnehaug, on pense à Sterling Bridge. Et voilà, on voulait avoir cette pensée. Un coucou d'Isabelle, un coucou de Francesca, Marido, Christian qui nous dit la Bretagne vous regarde, merci la Bretagne de nous regarder, Dominique, Corinne, Daniel, Amélie, bonjour, Lorenzo Petralbertini, bonjour, Daniel Arnaud, super intéressant, et on va développer, Andrea, bonjour, Jonathan, et vive il popolo corse, et oui, et vive il popolo corse, voilà, et on continue avec un bonjour Jean-Paul de Josie Anel, tu la connais Josie, oui, j'imagine, hein, bien sûr, qui est une Corse de la diaspora. Ah oui, oui, effectivement. Et Léopoldine aussi qui nous fait un petit bonjour. Alors, on est en 1774. Ouais. On est en juin 1774. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que, en fait, on a souvent dit, et moi je suis allé contre ça, que la bataille s'était terminée à Pontenau. Or, en fait, en 1769. Or, c'est pas vrai du tout. Après la bataille de Pontenau, Pasquale Bauli va tenter de rester en Corse. C'est Clément, son frère aîné de 10 ans, qui lui dit « Un cholemic acheta qui, je la perte ». Et donc, à la mi-juin 1769, il va partir en exil. Mais les commandos, je vais essayer d'employer des termes d'aujourd'hui, les commandos sont sur place et continuent à agir. Il y aura toujours une lutte contre les soldats du roi de France. Toujours, à tel point d'ailleurs que le roi de France et ses hommes sur place vont créer un corps des volontaires corses, des miliciens en quelque sorte, pour essayer de s'opposer à ces Corses qui tiennent si bien le maquis. Eh bien, le sommet de cette lutte, ça devait être le Niolo. Là où normalement il y aurait dû y avoir une révolte totale armée, pour employer des termes d'aujourd'hui, politico-militaire, eh bien ça aurait dû être au Niolo. Les hommes de Marbeuf sont très bien informés. Il faut savoir que lorsque les troupes françaises débarquent ici dans le Niolo, d'abord il faut surtout, je vous demande de ne pas avoir un regard binaire sur l'histoire. Parce que vous verrez que c'est plus compliqué l'histoire des pendus du Niolo. Mais lorsque les troupes françaises débarquent dans le Niolo, elles ont des informations. Elles sont très bien renseignées. Très très bien. Il y a 70 soldats corses qui sont à leur côté, qui connaissent très bien le Niolo, Gesù di Giapassa, Diano Mandiadogui, Conosce Noe Famille. Bon. Il y a également celui qui commande la colonne des Français, qui va semer donc cette colonne, le deuil dans la vallée du Niolo, qui est en course. E cioè la rammentà all'epoca non parlano mica francese. Allora, per Brugesso vedremo Ferrano Golla, un spécialiste di lingua corsa et di francese, di Martin Muselli, qui sera un peu un interprète de justice. Mais c'est pour ça aussi qu'ils ne se méfient pas trop des soldats, des miliciens. Non, en fait, quand les miliciens commencent à agir, ils agissent en terrain conquis, puisque personne des Ibaèzes ne peut se méfier de ces miliciens. Où qu'ils passent, ils sont passés partout, il n'y a pas que le Niolo. Les miliciens corses au service du roi de France, ils sont intervenus partout, dans toute la Corse, dans le sud, dans les régions comme Bachté, les gars, qui était une région très paoliste, très nationaliste, très indépendantiste. Ils sont intervenus. Giugnano Impaese. Allez, Giugnano Impaese. Tiens, j'ai mes notes qui sont en train de se faire là-bas. On est en direct, donc on va parce que Jean-Paul, c'est le travail de quelques années, il s'est bien documenté. Et voilà, allez. On ramasse les notes en même temps. Et j'en profite pour faire un petit coucou à Corinne, à Lix, salut à tout, à Daniel, buongiorno Santa Giulia. Giovanna Gonzato, poema di un corso nato fuori di Corsica. Ah oui, c'est vrai. Alors donc, en fait, lorsqu'ils débarquent ici, ils sont commandés, il faut le dire, c'est français. Il y a cette cour de justice itinérante, il y a le procureur du roi François Vallet de Merville qui va présider les travaux de ce tribunal ici à Calaguccia, mais qui commande les troupes françaises? Per disgrazia di un corso. Fiolo di Batriotto, c'est Francesco Gaffori, fils de Jean-Pierre Gaffori, qui, rappelons-le, a été un homme qui a compté dans la lutte indépendantiste, qui était un intellectuel, un homme des Lumières, qui a été abattu par un commando de Corse au service de Gênes et à Corté. Et son fils, Francesco Gaffori, dans cette première moitié du XVIIIe siècle, a promis à Faustine, sa mère, de venger l'honneur et le crime de son père par rapport à ces Génois qui occupaient la Corse. Et aujourd'hui, on le voit aux côtés des Français. Donc, se venger des Génois, ça voulait dire aller vers l'ennemi de mon ennemi.
Deviens mon ami, c'est ça. C'est ce que disaient les Français à l'époque. Les troupes du roi de France disaient, écoutez, nous, on est là pour vous faire entrer dans le grand royaume de France. Si vous voulez voir revenir les Génois, il n'y a pas de problème, on se retire. Et Ayante dit, non, i genovesi, vabbè, basta, hanno domba di un pedoga fuori, no. Certi dicono così, certi no. Quelli qui sono stati impiccati qui, no. Questi hanno pagato con prezzo. Et d'ailleurs, il faut parler de ce procès de Calaguccia, parce que, en fait, ce procès est très bien organisé. Le 21 juin 1774, donc il y a bien longtemps que Louis XV est mort. Oui. On revient peut-être un peu sur qu'est-ce qui fait qu'on les arrête. Alors pourquoi ils sont... C'est une bonne question, parce qu'en fait, eux vont nier, évidemment, mais ils sont tous paolistes. Ils ont tous porté des armes contre le roi de France. On est passé, après la bataille de Ponteno, d'une bataille rangée à une bataille de guérilla. Partout. Il faut saluer le travail qui a été fait par la revue Études Corse, qui a vraiment fait l'inventaire de toutes les attaques à partir de 1769 jusqu'à l'anno di disgrazia, 1774, toutes les attaques de commando, puisque moi j'emploie des termes d'aujourd'hui, contre les troupes du roi de France et également à un moment donné aussi contre les volontaires, parce qu'au bout d'un moment, les miliciens sont identifiés. Et sterpano quantunque. Mais il n'y a jamais eu il n'y a pas eu un jour sans une attaque. Voilà. Et le pinacle, le sommet de cette lutte, ça devait être le Niolo, avec une révolte qui aurait les armes à la main, qui aurait débordé le Niolo. Bon, il fallait donc s'en prendre au Niolo, qui était une région vraiment séditieuse. Il y a près d'une centaine de personnes qui seront arrêtées ici, en même temps que ceux qui vont être pendus. Il y en a la moitié à peu près qui partiront dans les pontons flottants. Je vous en reparlerai des pontons flottants, mais c'était tout à fait particulier à Toulon, où il y avait une espérance de vie de 6 mois. Donc c'est vraiment, on veut porter un coup fatal à la lutte paoliste, et c'est ici, dans le Niolo, qu'on va la porter très fort, parce qu'à Zabedewe, à Goursigaretug, au Vato d'Impika, les gens vont dire, mais c'est affreux, c'est une com de guerre. Hein. Bien sûr, il y a une volonté de faire un exemple. Et même ou mal, parce qu'il faut savoir quand même, on parle toujours des pendus, mais les pendus ont été pendus faute de mieux, parce qu'ils étaient en fait condamnés au supplice de la roue. Alors, il y a deux versions qui s'affrontent là. Noi in Niolin qui dit Mugi, on n'a pas fourni les roues, on n'a pas voulu les fournir, on n'a pas donné les roues au bourreau. Non, on s'y rédémique à Goubo. Hein. Bon. Il y en a d'autres qui disent que, en fait, nous n'avions pas de roues dans le Niolo et on utilisait surtout des ânes pour transporter nos marchandises ou pour labourer, et on n'avait pas de roues. En tout cas, les roues, les Français, le tribunal militaire, n'a pas obtenu ces roues. Voilà. Et donc, les gens ont été pendus. Il y a ce procès dont je te reparlerai, si tu veux, Laurent, qui a été extraordinaire. Extraordinaire. Alors avant, tu as un petit message personnel, on dirait chou coiffe peut-être tignasse. Chou coiffe. Bon, je vais coiffer ma tignasse. C'est Karen. Et on a Sébastien qui nous dit merci à vous pour ces rappels d'histoire. Cynthia qui nous dit bonjour. Joseph Edzeguin qui nous dit bonjour. Stéphane Akoyo Djamar qui nous fait un coucou aussi. Et voilà. Alors, bon, il faut que je redevienne sérieux. Oui. Alors donc, donc ils sont arrêtés. Ils sont arrêtés. Ils sont enchaînés ici. Au couvent de Calaguccia. Ils sont enchaînés au couvent de Calaguccia. Ça va aller très vite. Hein. Le 21, ils sont interpellés. Le 22, on va commencer à les auditionner le matin. Alors, on les auditionne, on leur pose à tous la même question. Martin Mouzé, il interprète là, posto che qui Niolo si parla mica francese, non si capisce manco. Donc, il y a un interprète qui est là. On va leur dire, mais on vous a vu, des Corses vous ont vu, des gens vous ont vu porter les armes contre les Français. Vous ne pouvez pas nier ça. Eux, tous vont nier. Quels sont vos chefs? Et là, ils vont donner des noms. Alors les gens disent, même certains qui avaient lu la revue Historia me disaient, mais quand même, ils ont donné des noms de chefs militaires clandestins. Les noms qu'ils ont donnés étaient des noms qui étaient connus de tous. Les Français connaissaient très bien ces noms, ils étaient recherchés. Certains étaient aux côtés de Clément Paoli à Pise et dirigeaient la direction politique du mouvement. D'autres étaient dans le maquis, mais de toute façon, ces Corses qui ont donné, comme on dit, des chefs, n'ont rien donné du tout. C'était de notoriété publique. Voilà. Alors, on leur reproche d'avoir porté les armes contre les troupes françaises, d'avoir attaqué la poste, d'avoir attaqué des combats, des convois d'armes, d'avoir empêché le prélèvement de l'impôt. Figurate, dopo Ponteno, oui, qu'est-ce que vous vouliez prélever l'impôt? On n'avait plus de grains, on n'avait plus rien. Bon, mais on les soupçonne donc d'avoir fait un peu un travail à la fois de mandrin et de militant politique. Mais en tout cas, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont refusé l'ordre français. Ils vont le payer très cher. Parce que si le matin, ils sont auditionnés, l'après-midi, et ça c'est terrible, on va les confronter aux Niolins qui les ont dénoncés. C'est pour ça qu'à la radio, à RCFM, à l'époque, quand je faisais des émissions d'histoire, je disais
di un progetto tra Niulinki et Niola. Et c'est vrai, là, pour le coup, on peut être binaire. C'est bien la seule fois où je vais l'être, puisque je vous rappelle que l'opération de répression était dirigée par un Corse, avec 70 soldats corses aux côtés des troupes du régiment du Bourbonnais, qui n'était pas n'importe lequel, le régiment du Bourbonnais. C'était le régiment préféré de Marbeuf, il y avait été capitaine. Donc, c'était vraiment les enfants chéris le sinistre Marbeuf, les enfants chéris de la répression. Ma quantunque, Saiante di Uniolo, qui vont donner, il y a des gens qui vont donner, il y a un des témoins qui va donner pratiquement 9, il va montrer 9 des 11 accusés, enfin des 12, puisqu'ils étaient 12 au départ, en disant je le reconnais, c'est lui. C'est terrible parce que vous imaginez que ces gens qui dénoncent les yeux dans les yeux d'autres Niolins pour des histoires qui remontent à des querelles misérables de package, de voisinage, tout cela va être mis en avant par la répression française. Va être exploité par la répression française. Ça va être exprimé parfaitement et clairement au tribunal. Donc effectivement, ces hommes sont maintenant condamnés. Il y en a 12. Il y en a 12, il y en a 6, par exemple, il y a un village qui est vraiment très rebelle, c'est Courche, il y en a 6 de Courche qui vont être pendus, bon. Mais il y en a 12 au départ. Il y a notamment un garçon qui s'appelle Matteo Mattei. Alors lui, c'est un mystère total, parce qu'il aurait dû être pendu, parce qu'on dit 11, mais il devait y en avoir 12. Or, on va demander pour lui un complément d'enquête, on va le déférer à Bastia. Et dans la Scala de Santa Regina, qui est vraiment un luogo stretto, c'est un canyon. Toi qui étais aux États-Unis, c'est pas le grand canyon. Hein. C'est pas enfin, c'est un petit canyon. C'est le petit canyon. Et bien, il arrive à fuir alors qu'il est entouré de soldats. Moi, je veux bien le croire, sauf que l'abbé Germane va le retrouver quelques années plus tard, ce Matteo Mattei, faisant la chasse aux derniers insoumis corses. Je dis bien derniers insoumis corses, parce qu'à partir de 1774, à partir de ce massacre qui a eu lieu ici, de cette pendaison, et c'est vrai que c'est pour ça qu'on dit l'anno dia disgrâce, et c'est une année vraiment de disgrâce, de cauchemar total. C'est le point culminant de et après la répression, vous savez, par la répression, on arrive à vaincre des luttes armées. Ça, il faut quand même se le... Oui. Bon. Il y avait eu quand même, il y a eu d'autres épisodes 30 ans plus tard, notamment dans le Fiumourbe avec Morand. Voilà. D'ailleurs, la Soce à mémoire du Fiumourbe commémore chaque année au mois de juin aussi. Hein, c'était en 1808. À Isola, du Vieux-Mourbe, où il y a eu 167 déportés, d'ailleurs aucun n'est revenu de Toulon, et des gens fusillés aussi, exécutés à Bastia en août de 1808. En fait, ici, c'était un foyer pauliste. Il y avait des représentants de la France dans le Niolo. Il y avait par exemple le docteur Aquavive qui était, on disait, di l'amigo di Francesi. C'était lui qui éventuellement, d'ailleurs tiens, ce fameux Matteo Mattei dont je vous ai parlé à l'instant avait été son garde du corps, donc son homme de main. Bon, il y avait des représentants du Parti français, mais essentiellement, enfin les prémices du Parti français, mais essentiellement c'était un Niolo résistant, un Niolo patriote. Et mon ancêtre, Lugiani di Didosi, qui a été pendu, qui est là sur la plaque, on va le voir, eh bien, sa propre femme, 4 ans auparavant, Cecca Lugiani, a été interpellée à Sidos avec sur elle des armes et de la poudre. C'est incroyable. Et cette maman de 2 fillettes va être pendue à Corté par les troupes du roi de France. Et c'est donc ce veuf qui, 4 ans après, va être pendu lui-même. I Lugiani di Sidosi, allez, biga, soberamente, sono paolisti, sono indipendentisti dell'anima, la sangue. Bon. Mais tous, moi je prétends que tous ceux qui ont été pris dans les filets de cette répression étaient de près ou de loin des militants, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui des militants, des activistes indépendantistes. Le sentiment pauliste est très fort et c'est vrai qu'à partir de 1774, ce sentiment va demeurer, mais malheureusement, il va y avoir la peur de voir justement les champs brûlés, les femmes violées. On n'en parle pas des femmes violées. La répression. Moi, ce que je veux dire aux gens, c'est que la répression de Louis XV n'était pas propre à la Corse. Vous savez que Louis XV, qui est mort de la petite vérole, Louis XV, quand il est mort, les gens étaient heureux dans le royaume de France. Celui qu'on aimait bien au début de son règne, on l'aimait bien, Louis XV, pas nous spécialement, mais les hexagons, ils aimaient bien Louis XV. Eh bien, à la fin, lorsqu'il va être enterré, les gens sont heureux, ils chantent, ils sont heureux de célébrer pour le coup la mort de Louis XV. Il était détesté, Louis XV. Et cette répression qu'il nous a appliquée à nous, les Corses, il ne l'a pas appliquée que chez nous, il l'a appliquée partout. C'était un homme qui a eu un règne répressif, c'est un homme qui était entouré de gens qui étaient répressifs. Lui,
on connaît sa vie. Hein, il était plutôt porté sur les prostituées. On se rappelle du parc des Serres, qui était sa villa, son lupanar. Mais il n'empêche que pendant qu'il se livrait à ses sauteries, à Noël, j'ai la Fattevalas Goudrad. Mais, rappelons-le, ne mélangeons pas. Louis XV meurt le 10 juin 1774. Les pendus, c'est le 23 juin 1774. C'est un tout jeune homme, un peu obèse, qui est roi de France, qui sera un bon roi. C'est Louis XVI. Je peux dire pourquoi il était un bon roi, parce que c'est quand même Louis XVI qui va mettre un terme aux recherches di quelli che diranno Amattia, di Ivori Usci. C'est lui qui va ouvrir enfin les portes des bagnes de Toulon. C'est lui qui va mettre un terme à toutes les recherches, qui va mettre un terme à la répression. Mais pour arrêter le train de la répression, comme disait Robespierre, quand la guillotine est lancée, on ne peut plus l'arrêter. Pour arrêter le train de la répression qui avait été lancé par Louis XV, il faudra plusieurs années. Et noi, per disgrazia, siamo cascati male, perché diranno sempre quelli di Luigi Biombo che diranno qui. E ci l'hanno fatta voilà, ma allora sgudrad. Et ceux-là sont morts comme des héros. Comme des héros. Notamment cet adolescent dont on ne sait pas si, sur la plaque, il a marqué qu'il avait 17 ans, mais on dit dans la chanson, on dit qu'il avait 15 ans. Ignolo dicono 15 anni. Au Gorge ou Marco Marie. Hein, il y a d'ailleurs une association ici qui a pris son nom, l'association Marco Marie, qui a inauguré une ADIA, je ne sais pas où elle se trouve, mais en mémoire des pendus. C'è l'amico Maestracci che se ne occupa assai, che è di Gorcia, e penso che è usantenato Maestracci, che è stato impiccato qui, ma ce l'ha parlato di suo progetto, ce l'ha parlato di sa storia. È vero che noi non vediamo più che per Pontenò, non ce n'è che per Pontenò. È sicuro che è importante, ma l'affare degli impiccati è assai importante per la memoria di questo popolo, perché veramente è stata una vergogna d'amener le deuil dans une vallée où il n'y avait que des bergers, que des agriculteurs, quelques poètes, on époque di Veti, e i ideli che corrivano da macchia, hanno portato dolo, ce l'hanno fatta valas Goudrade. Ça a été vraiment quelque chose de terrible que j'ai voulu évoquer dans l'Historia. Et ce numéro d'Historia sorti en juillet 99, c'est pas ce qui était prévu. François Delespée, malheureusement, qui s'est noyé, qui était le patron d'Historia, m'avait dit « Tu sais, Jean-Paul, ton papier est très bien, on va le sortir en juin ». Et il y a eu un problème, et le papier n'est sorti qu'en juillet 1999. Mais je peux te dire que les gens qui ont lu ça, eh bien, m'ont écrit via le journal, et j'ai reçu vraiment... Les gens étaient, notamment, je me rappelle de courriers qui venaient de Belgique, qui venaient de Hollande, d'Allemagne, et des gens qui étaient... vraiment épouvantés par ce qui s'était passé, ils ne le savent pas. Justement, on a aussi des internautes qui apprennent, en même temps que nous, qui apprennent ce morceau d'histoire. Pierre David qui dit instructif à méditer notre histoire et bien Mossad. Nioli contre Niolin, toujours d'actualité de nos jours, peut-être traître au sein des familles. Voilà, des bises de Di Sebastian, Bella Stonda d'Historia. Bonjour de Rose. Jonathan Gonzato qui nous fait aussi un petit coucou, Roxane Brignone, je trouve ça très intéressant, et Karen Alexandra qui nous salue. Voilà. Et c'est vrai que il y a un trou en fait dans l'apprentissage, dans la mémoire collective. Il y a un trou, il y a eu cette histoire. En fait, elle est commémorée, elle est rappelée depuis quoi? Depuis les années 70, depuis le Réacquist, on va dire. On se réapproprie un peu cette histoire, parce qu'avant, évidemment, on n'était pas enseigné dans les écoles. Évidemment, on a essayé de gommer un peu ça. Mais c'est important aujourd'hui quand même de se remémorer ça, de transmettre ça. Bien sûr, d'autant qu'en plus, il s'agit véritablement, j'aime pas employer ce terme parce qu'il est emprunté à la religion, j'ai trop de respect pour la religion, mais là on peut parler de 11 martyrs. Ils sont morts vraiment la tête haute, ils n'ont rien renié, ils n'ont pas supplié, ils n'ont pas pleuré, ils sont allés à la pendaison vraiment comme des hommes. Et c'était vraiment des gens qui croyaient profondément en un avenir meilleur. Allora è vero che diventiano, l'hanno detta certi, allora somigli quanto che diventiano anche i paesi, è verità, ma avevano anche un'idea, una certa idea di Bauli, di Nicomedo Pasqualini. Nicomedo Pasqualini, pour ceux qui ne le savent pas, était un des chefs clandestins de l'époque. Dans l'après-Pontenot, il y a eu des chefs clandestins. Il y a eu une direction politico-militaire à Pise, dirigée par Clément Paoli, avec en moyenne entre 7 et 9 responsables qui décidaient d'opérations. Il y a eu, répétons-le, toujours des opérations militaires, et c'est
Corse, là, Inostri Barent, Inostri Vradelighi Socqui, eh bien, quand ils donnent des noms de chefs, effectivement, les Français le savent très bien. Et les miliciens au service du roi de France le savent très bien. Sono che d'altronde ti ha dit che quelli che comandavano, diciamo, l'azione clandestine sono tutti morti in Toulon. Hein? Tutti, per disgrazia. Il faut quand même se replacer dans le contexte en se disant qu'ils ont été pendus, ils ont été exposés sur l'expédition. Alors ça, c'est un chapitre aussi terrible. Terrible. Oui. Imagine le traumatisme, la douleur dans cette vallée, c'est-à-dire... Oui. Alors, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? La règle, qui n'était pas une règle uniquement employée en Corse, là aussi, il ne faut pas s'imaginer, nous ne sommes pas le centre du monde de la répression. La répression, tout le monde y a touché. Mais il était important pour les rois de France que le mort paye sa dette au-delà de la mort. Donc il fallait le laisser accroché à un arbre et on n'avait pas le droit de le toucher, de le décrocher dans une île très catholique. Dans une île où tu imagines que... C'est un d'exemple. Hein. Il y avait la volonté de faire un exemple. Mais ici, on était... Par la terreur. Par la terreur, le respect des morts. Figura-di, le respect des morts, les aidies. Je ne te dis pas, quand il a fallu monter ici, après la Révolution française, l'état civil, les gens disaient, on va donner les bébés à l'état civil. Alors on anda in inferno. Et on allait toujours chercher les cahiers du clergé. Bon, c'est terrible de ne pas décrocher des morts. Eh bien, ils ont accroché les morts aux arbres de leur commune, de Courche, de la Quale. Mon antenado, mon ancêtre a été accroché un peu plus bas, ici, au-dessus de Sido, un luogo qui si chiamerebbe Adiaril, l'Anumpicado Gui, avec interdiction, là aussi, avec un piquet, 3-4 hommes qui veillent à ce que le corps reste accroché, que nul ne le décroche. Voilà. Et ça, c'était quoi? Alors les gens vont dire, c'est de la cruauté, c'est de la com'. C'est de la com'. Propagande. C'est de la com'. Vous vous êtes attaqué au roi de France. Regardez ce qui vous est arrivé. Je veux juste citer un exemple concernant Louis XV. C'est facile, vous pouvez le vérifier en allant dans vos bouquins d'histoire. Il y a un homme qui a essayé, qui est pratiquement arrivé à poignarder Louis XV à Versailles. Il fallait le faire, il avait des gardes du corps. Il s'appelait Robert François d'Amiens. Bon, il s'est approché, il est habillé lui aussi très bien, il avait une arme que tout le monde pouvait porter à Versailles, et il a réussi à blesser le roi. Il a été tailladé, vraiment tailladé à l'arme blanche par les hommes du roi sur une place publique. Ensuite, ils lui ont versé du plomb chaud sur les plaies et ensuite, ils ont demandé à des cavaliers d'accrocher le corps et de le déchiqueter pour montrer aux gens que celui qui s'attaquait au roi de France finissait dans les pires conditions qui soient. Et vous imaginez ici, ce n'est pas un homme qui s'attaque au roi de France, c'est une population entière qui se dresse contre un ordre, non seulement qu'elle ne comprend pas, mais qu'elle ne veut pas, puisque je vous rappelle quand même, je le dis pour les profanes, c'est que la Corse a été indépendante. Elle a été, on peut le retourner comme on veut, on peut le dire comme on veut, on peut le chanter en français, en anglais. La première constitution démocratique en Europe. Et de 1755 à 1769, qu'on le veuille ou non, que ça fasse plaisir ou non, nous avons été indépendants. Nous avons eu certainement nos défauts et nos qualités, mais on a essayé d'être respectueux, on a essayé d'avoir une monnaie stable, on a essayé de faire du commerce, on a essayé de monter une université. Et cose no budimo, ce qu'on a pu faire. Et il est évident que les gens n'ont pas oublié cette période. Le désir de souveraineté, sans doute, chez certains en tout cas, chez certains esprits éclairés, des hommes qui avaient été nourris au siècle des Lumières italiennes, par exemple, eh bien, ça existait à l'époque. Non, mais en plus, rien ne comment dirais-je, en dehors de toute récupération politique contemporaine, l'idée de connaître son histoire, c'est l'idée de savoir d'où on vient et pour savoir où on va. Et après, quelles que soient les idées politiques des uns et des autres, l'histoire, elle existe, on ne peut pas la gommer. Alors justement, tu as raison de le dire, Laurent, parce que ça me permet aujourd'hui de vous dire une chose. C'est que en 1774, après les pendaisons du Nioul, on peut imaginer que c'est terminé. Que maintenant, on est arrivé au point d'orgue, au point culminant de la répression et que les choses seront terminées. Tu indiquais d'autres affaires dans le Fiumour. Mais je voudrais vous indiquer aussi une chose. C'est que si de 1794 à 1796, Pasquale Baoli n'avait pas décidé de rejoindre l'Angleterre, je dirais lui, il y était déjà, mais de nous associer à l'Angleterre par ce royaume anglo-corse, nous aurions subi le même populicide, pour employer le terme de Babeuf, que les Vendéens. Les guillotines qui étaient prévues pour la Corse, elles ont été stoppées à Toulon. Qui les a stoppées? Eh bien, ce ne sont pas des ONG,
c'est la flotte anglaise qui a stoppé ces guillotines. On devait nous couper en deux vivants, comme on l'a fait en Vendée. Donc on a échappé au pire parce que Paoli a eu cette... Quelques officiers français aussi appelaient de leur vœu l'extinction de la race, comme ils le disaient. Mais bien sûr, mais ça a été fait en Vendée. En Vendée, moi je ne dis pas que c'est un génocide, je ne veux pas insulter les Rwandais, mais c'est un populicide. Eh bien, on a failli le vivre ici. Figurez-vous qu'on a failli le vivre ici, dans le Niol et en Corse. Et c'est grâce au royaume anglo-corse, 2 ans, que nous avons pu nous en sortir comme ça a été le cas, parce qu'on a échappé quand même au pire. Je vous juste, pendant qu'on continue à démaquiser là-bas, oui. Parce qu'ils démaquisent, ils entretiennent le couvent. C'est très bien. En tout cas, le pourtour. C'hai dormito qui? C'hai dormito? Una sera risante di Unione, ma c'è una puzza in dentro d'alcool, de whisky. Ça a été une auberge jeunesse, mais avec tout ce qu'on peut imaginer avec. Voilà. Je sais, ci sono passato anch'io. Tout le monde ci è passato qui appena. Voilà, donc le couvent de Calagucci est connu aussi pour ça, à Zante di Unione. Mais tu voulais rajouter quelque chose, c'est bon. Non, je voulais dire simplement que je souhaite pour l'avenir, d'abord, qu'il y ait beaucoup plus d'écrits sur l'histoire des pendus Nignol, que n'hésitez pas à investir, comme je l'ai fait moi avec la revue Historia, à investir le terrain, je dirais, de l'histoire à travers d'autres grandes revues. N'hésitez pas à prendre la parole et à raconter cette histoire des pendus Nignol, qui est vraiment une histoire absolument terrible et que malheureusement beaucoup de jeunes ne connaissent pas. Ils connaissent Pontenoo e l'affare di Limpicati lo conoscono mica troppo. Non dico mica che sono bestie, dico che abbiamo sempre parlato di Pontenoo e meno quantunque di Limpicati. Et d'autres épisodes de l'histoire de la Corse. Et il y a quand même un certain nombre d'ouvrages qui racontent cette histoire, qui sont très bien documentés. Il y a des historiens qui travaillent depuis des années. Je disais ce matin, j'ai rencontré Olivier Géas qui a écrit un ouvrage important. Donc il faut s'intéresser à cette histoire, il faut se la réapproprier, il faut la connaître, il faut savoir d'où on vient. C'est toujours intéressant. On fait un petit coucou à nos internautes. Hein. Allez, vas-y. Allez, tiens, Christophe Mondolone qui nous regarde. Salut Christophe. Olivier Biancogne qui nous regarde, avec qui on était la semaine dernière avec Yann, et on a fait une belle semaine en Balagne grâce à Olivier, à Jean-Christophe Fortiegone, à Francine Massiagne et à d'autres. On a proposé des balades qui ont beaucoup plus d'internautes. On a fait quand même 150 000 vues sur toute la semaine avec le parc de Salèche. On a fait une belle visite de Balagne et Olivier Biancogne nous a servi de guide et on est monté aussi au village de Hoche, très chargé d'histoire également. Fanfan Cesare, un discours de la course di Atostoriana, un discours d'Emo. Françoise Gradiani, merci pour cette information. Coucou Azomenta disait Bastiani. Christine, merci pour l'histoire. Les mots en langue corse, la Belgique vous salue. On salue la Belgique aussi. On salue passionnant l'histoire de la part de Philippe. Bonjour de la part de Marilyn. Salut a voi. Olivier, salut a te e ti ringraziamo per la settimana scorsa. Pontenoo è più famoso perché c'è stata una battaglia. C'est pour ça que Jonathan nous dit que Pontenoo est plus connu. Oui, parce qu'il y a eu la bataille. Et puis c'est le terme de notre indépendance, voilà. Officiel. Officiel, c'est la fin de l'indépendance, c'est la fin de la guerre. Il y a eu la victoire à Borgo des forces corses en 1768 et la défaite à Pontenoo. Et on fera qu'on raconte aussi cette histoire de la victoire de Borgo. On raconte toujours les défaites chez nous, mais les victoires, il faut les raconter aussi. Contre le fameux Claude François de Chauvelin. Claude François. Oui. Ça s'invente pas. Parce qu'il y a quand même une belle stratégie militaire derrière. Voilà, et on a fait un peu on a fait le tour, pas le tour de la question, mais il y aurait tellement à raconter encore. Ici, on est, je vous rappelle, au couvent de Calagucci où a eu lieu le procès, et donc il y a cette fameuse plaque qui a été apposée ici. En quelle année elle a été apposée cette plaque? En 72, non, c'est ça? Écoute, dans les années 70, mais à te dire vraiment, voilà. On découvre là tout le nom des martyrs, dont le fameux Marco Marie Albertini. Ça me rappelle qu'il y a un court-métrage qui s'appelle comme ça, Marco Marie, un court-métrage qui a été réalisé par Julie Perriard et qui raconte cette histoire des Impiegati di Unione. Ce court-métrage que vous devez pouvoir trouver peut-être sur Internet et qu'on avait diffusé sur Viastel il y a quelques années. Il y a aussi, je le disais en ouverture, la chanson interprétée par Avilette à Palier de l'Impiegati qui marque un peu, cette chanson écrite par Dante Ramuro, qui marque un peu aussi sur la mémoire sur cet événement et qui est devenu aussi un peu, c'est quand même un peu le symbole de tous les martyrs en Corse, je trouve, cette histoire des pendus d'Union, des Impiegati. Alors c'est vrai, tu as raison, et alors j'ai été très surpris parce qu'il y a 3 ans, il y a une délégation qui est venue de l'Azawad en Afrique
pour honorer cette plaque. Parce qu'ils avaient entendu parler des pendus du Niol, ils ont tenu à ces militants de l'Azawad, donc qui se battent pour l'indépendance de l'Azawad par rapport à la République du Mali. Donc le représentant est venu là, a fleuri la plaque. Ça veut dire que si on fait connaître cette histoire, eh bien c'est une façon là aussi de tendre la main à d'autres mouvements en lutte, d'autres peuples en lutte. Parce que la souveraineté, ce n'est pas un péché. L'autodétermination des peuples, ce n'est pas un péché, ce n'est pas quelque chose de laid, c'est quelque chose de tout à fait respectable. Et je pense que ces hommes méritent vraiment le respect. En tous les cas, le coût de cette lutte a été exorbitant, mais il en reste de belles pages d'histoire. Voilà. Ça sera le mot de la fin, Jean-Paul. Tiringraz. Oui. On a vraiment passé un bon moment avec toi. D'abord, c'est toujours agréable d'être avec toi et de t'écouter raconter des histoires. Parce que j'écoutais toujours attentivement quand tu racontais à la radio. C'était toujours passionnant. On va se quitter. Nous, on va se retrouver demain, Yann. Cette fois-ci, c'est toi qui seras devant la caméra. Donc, les images, je les assurerai moi. Et toi, tu nous parleras... je pense de quelque chose de très intéressant aussi, de l'immortel. Voilà. Oui, c'est bon, ça. On ira rendre visite à un agriculteur dans le sud. Merci Jean-Paul, merci à toi. Merci à Laurent, merci Yann, merci à VST et vive le service public, parce que exactement. Il ne faut pas l'oublier, le service public nous permet de faire des choses extraordinaires et je ne suis pas sûr du tout que le privé le permette autant. Non, et on se retrouvera nous pour d'autres histoires si tu es d'accord. Avec plaisir. Ciao, merci à tous. Ciao.